Donc, je suis Bénédicte Tassard, je suis journaliste à RTL et je vous accueille donc dans cette session numéro 6. Peut-on se fier au progrès technologique ? Quelle est la relation entre le progrès technologique et la confiance ? La France est un pays, vous le savez, très touché par la défiance. Le progrès n'est-il toujours que synonyme de destruction créatrice ? Comme en parlait bien sûr Schumpeter. Vous allez entendre des intervenants qui risquent de s'opposer assez nettement pendant cette session. Je vais vous les présenter. Donc, juste à mes côtés, Alain Guilloux. Alain Guilloux, vous êtes directeur général adjoint de Naval Group, chargé du développement. Naval Group, donc industrie navale de défense. Monsieur Evgeny Morozov. Evgeny Morozov, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un chercheur américain très engagé, un théoricien influent, très critique sur l'impact des technologies. Je regarde à côté, c'est monsieur Paul Hermelin. Paul Hermelin, PDG de Capgemini, groupe français des services numériques. Vous vous occupez de la transformation numérique, digitale des entreprises, et vous êtes donc en train de créer un leader mondial avec une OPA amicale en ce moment sur Altran. Juste à côté, Madame Ümit Boyner, vous êtes à la tête de Boyner Group et vous êtes l'ancienne présidente du MEDEF turc, de l'organisation de TÜSİAD, c'est l'organisation patronale turque. Et puis à côté, donc Alexandre Cadin, cofondateur et à la tête d'Anima. Alexandre Cadin défend l'idée d'une intelligence artificielle positive pour la paix et l'écologie. Il va vous en parler un petit peu plus en détail. D'abord, Anne Perrault. Anne Perrault, je vous laisse introduire ce débat. Je vais demander aux personnes qui sont dans la salle, si vous pouvez, de vous serrer un petit peu, parce que les gens vont arriver. Il va falloir un petit peu serrer les rangs. Madame Perrault. Merci beaucoup. Donc cette séance s'inscrit en fait dans toute une série de sessions qui tournent autour du sujet de la confiance dans la science ou dans le progrès ou dans les experts. Il y avait une session sur ce thème tout à l'heure. Et ici, on se propose d'examiner les liens entre le progrès technologique et la confiance. Alors, pendant très longtemps, le progrès technologique n'a été synonyme que de bien-être et d'accroissement du bien-être. Et il faut reconnaître que si on regarde à quoi est dû le taux de croissance des économies, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement, c'est essentiellement du fait du progrès technologique que l'on voit apparaître des sources d'amélioration des conditions de vie. Mais on voit aussi, alors souvent avec retard d'ailleurs, peut-être au fur et à mesure que des informations arrivent, mais peut-être aussi au fur et à mesure que ces informations déjà présentes depuis longtemps sont vues et interprétées différemment, on voit que le progrès technologique suscite aussi des vagues de défiance. Alors, il y a beaucoup de causes dans cette défiance. Il y a d'abord des phénomènes de fraude, tout simplement. Si on pense, par exemple, aux scandales sanitaires qui ont entouré, je pense aux prothèses PIP, par exemple. Il a été beaucoup question de ça il y a 2 ou 3 ans. Là, il s'agit vraiment, non pas d'une défiance vis-à-vis du progrès, mais d'une défiance à l'égard de mécanismes de fraude. On pourrait dire aussi que la défiance à l'égard du glyphosate ou d'autres herbicides ou pesticides, bien c'est la prise de conscience aujourd'hui que ce produit utilisé depuis très longtemps est en fait peut être nuisible. Alors en France, la France est un des pays les plus touchés par la défiance. On a cité dans d'autres sessions, mais je le rementionne ici, la défiance qui s'est fait jour récemment à l'égard des vaccins. Et donc là, l'une des questions qui se pose, c'est est-ce qu'on a de la défiance vis-à-vis du progrès, de la défiance vis-à-vis des institutions qui défendent ce progrès, la puissance publique, le corps médical dans le cas des vaccins. Mais évidemment, quand on est économiste, on ne peut pas penser à la défiance à l'égard, par exemple, des produits financiers qui ont quand même, qui sont le produit d'un progrès technologique dans le domaine des produits financiers et qui a amené à un certain nombre de catastrophes que je ne rappelle pas.
Alors évidemment, au XXIe siècle, on pense à la défiance vis-à-vis du progrès numérique et à la défiance vis-à-vis des plateformes. Donc je pense que l'un des sujets qu'on va discuter, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut se prémunir contre ces risques de manière à faire confiance dans le progrès technologique indéniable qui est associé au numérique, sans pour autant tomber dans les problèmes de dissémination des données personnelles. Enfin, je pense qu'il sera question de ça tout à l'heure. Alors, puisqu'on me fait signe que j'ai en principe terminé, je voudrais juste dire que les problèmes de confiance dans le progrès technologique ne peuvent pas être réellement dissociés de la défiance dans les experts. Et donc, il y a un vrai sujet sur les conflits d'intérêts, par exemple, auxquels sont potentiellement soumis les experts qui s'expriment sur ces progrès technologiques et ne sont pas non plus disjoints de la défiance vis-à-vis des institutions publiques, que l'on se souvienne, par exemple, des mensonges qui ont été racontés à propos du nuage de Tchernobyl qui s'était prétendument arrêté aux frontières. Donc on voit que finalement la confiance dans le nucléaire, c'est on voudrait des centrales qui marchent bien, on voudrait des experts qui nous disent la vérité et on voudrait un pouvoir politique qui lui aussi nous informe sur les risques réels encourus du fait des progrès technologiques quand ces risques sont connus, bien sûr. Voilà, je vais arrêter là. Merci. C'est vrai qu'on va voir que le progrès technologique, ça comprend de nombreux aspects, nombreux secteurs. On va parler de nombreux secteurs pendant cette session. Evgeny Morozov, on va commencer par vous, parce que vous êtes le plus critique sur ce qui vient de la Silicon Valley, de sa surpuissance. Alors on vous pose cette question, vous, le progrès technologique, vous ne lui faites absolument pas confiance. Ok. Avant tout, je ne suis pas américain, comme vous avez dit. Je suis biélorusse. D'origine biélorusse, c'est vrai. Mais je vais continuer en anglais. So I'm not a big fan of talking about technological progress because I think most of those discussions tend to lead to a somewhat ambiguous agenda for the future. And I'll tell you why. So I think it's quite acceptable for us to take a historical view of things and say that today in 2019, we can do certain things a little bit more efficiently than we could in 1919, right, 100 years ago. I think such historical views and sort of excursions into history in order to justify that we have made progress in this century, to some extent they are valid, but of course we are often substituting one set of values that we're maximizing, in this case efficiency, for another set of values that often we cannot perceive, or they are harder to measure, or we just cannot actually detect them as important, because the groups for whom those things are important cannot actually speak. Right? But it's fine. Assuming that this is not a problem, I think such historical taking stocks, taking measure of what has happened in a century, I think they're quite okay. What I think is not okay is thinking of technology as something that is autonomous and that is propelled by some kind of logic, and that logic is always leading to more efficiency, rationality, and optimal use of resources. This is where I think our discussions are no longer historical, but are entirely political. And I think this view of technology as something autonomous, self-referential, and that's kind of propelled by its own logic and rationale, they're quite harmful. And the harm of those frameworks is more obvious now with so much change in the digital world, because it's obvious that there is not one right way to do artificial intelligence. There is not one right way to do data sharing. There is no one right way to do the smart city. Right? It's, of course, often the case that Google or Amazon or Microsoft or Facebook would come and tell us that they are the real embodiments and the real ambassadors of this efficient, progressive logic, and that they should be the ones who will be building the smart city or offering self-driving cars or solving problems of cancer or extending life, all of that by means of data and artificial intelligence. To me, that's not at all obvious.
this, that those are the best ways. And clearly, the reason why we even have something as basic as the internet is the result of a very particular model of innovation where the government, particularly in this case in the United States, the Pentagon put quite a lot of money because of the Cold War into the development of technologies. The story today might have looked very different if instead of this money, we had, let's say, a network of venture capitalists funding this, right? And the progress we would be talking about would be very different. All of this is to say that these discussions of technological progress have to be grounded in a real understanding of many contingencies in the path of how technology develops. It can go one way if citizens play a stronger role in its development and in the allocation of resources tied to it, or it can go another way if corporations or foreign governments, or you can also factor in all sorts of geopolitical factors now, you know, with China playing such a big role in development of 5G, all of those factors can also influence, and the technology can go in a very different direction. So for me to speak of technological progress when there is so much variability in the possibilities of ways and paths in which it can develop is not very useful, because very often it kind of makes us convinced that there is no alternative, and that the only way to go is by trusting ourselves to those who have more power in this space. And unfortunately, if you look at the situation in 2019, those are not the citizens, those are not even the governments. Very often, those are big tech corporations from the United States or increasingly China. And I'm just not sure that that's the kind of progress that we should rally behind. We can rebuild many of those networks, we can rebuild many of those technologies if we only infuse them with a different logic. But that would require politics and not just trusting ourselves to the autonomous historical development and scientific progress. Thank you very much. Merci. À côté de vous, donc, Paul Hermelin. Paul Hermelin, vous êtes peut-être l'une de ces multinationales dont parle M. Morozov. Est-ce que les algorithmes, est-ce que vous pouvez nous assurer que les algorithmes apportent un bien-être collectif dans les entreprises? Bonjour, donc Capgemini, aujourd'hui 200 000 personnes, avec le mouvement que nous avons annoncé, 250 000, dont, pour prendre un vocabulaire français, 80% sont des ingénieurs. Donc 200 000 personnes diplômées de l'enseignement supérieur dans la technologie. Comme ce sont des jeunes, ils ont des exigences éthiques considérables. Donc nous vivons de la technologie et nous devons partager les interrogations éthiques avec 200 000 collaborateurs. J'avais voulu définir la mission du groupe qui était d'être un pont entre la technologie, et j'avais maladroitement dit que ce pont devait être entre le business, parce que nos clients sont plutôt des grandes entreprises, et la technologie. Et quelqu'un qui est dans cette salle, qui est un de mes collaborateurs les plus éminents et les plus anciens, m'a dit « Mais pas du tout, Paul, si tu veux motiver les jeunes qui nous entourent, c'est le pont entre la technologie et la société qui va les motiver. » Donc j'ai dit, attention, ça c'est quand même une revendication forte pour pouvoir dire qu'on fait un pont entre la société et la technologie. Et il m'a convaincu, on a eu beaucoup d'exemples là-dessus, je pourrais en parler. Donc c'est à la fois une obligation pour une entreprise qui veut motiver de jeunes diplômés, et c'est une motivation pour nous, face à nos clients, de conjuguer technologie et société. Alors je vais revenir maintenant sur le sujet de l'IA. Capgemini dispose d'un institut de recherche qui a publié ce matin un document qui est l'éthique et l'IA, comment résoudre le problème. Et le problème de départ est assez aigu, puisqu'il y a une énorme méfiance sur l'IA et les algorithmes. Je réponds à votre question. Ce document maintenant est diffusé, vous le trouvez dans la presse, il sera probablement commenté par des journaux lundi ou les jours qui suivent. Près de 70% des cadres d'entreprise, je précise, on a interrogé 1600 personnes dans 10 pays et dans tous les secteurs, depuis l'État, le secteur public, les entreprises, partout. Donc c'est un grand nombre. 70% des cadres exécutifs en anglais ne sont pas sûrs que leur entreprise utilise toujours l'IA de manière éthique. Ils s'interrogent. Et 40% des consommateurs sont totalement convaincus que c'est utilisé de manière non éthique. Donc on part d'une énorme défiance. Donc
il est très probable que pour résoudre le problème de la confiance et ne pas rentrer dans une logique que j'appellerais ludite, hein, qui est donc la destruction des métiers à tisser, il va falloir encadrer l'IA de règles éthiques. Je me dis que l'Union européenne l'a fait avec les données, avec le RGPD, qui au début était combattu par les GAFA, puis qui finalement aujourd'hui, même en Californie, est considéré comme une frontière utile. Il va falloir réguler l'IA. Ma seule crainte, si on fait trop vite, c'est que la technologie bougeant, la technologie contourne nos règles. Donc je dirais qu'aujourd'hui, moi je serais plutôt pour qu'on édite un consensus et qu'on attende 2-3 ans pour éditer des règles. Je pense que si on va trop vite, la technologie nous prendra de court. Et je suis, pour ce qui me concerne, chez Capgemini, en train de finaliser une charte éthique interne sur l'IA. Donc vous voyez, je crois que l'IA apporte énormément de choses dans le domaine de la santé, dans le domaine de la productivité, dans le domaine de la transition climatique aussi, mais je pense qu'elle pose des problèmes éthiques et qu'on doit s'en occuper et qu'on doit essayer de préparer des régulations. Merci beaucoup, Monsieur Hermelin. Émile Boyner, avant de voir un petit peu la technologie, l'accessibilité de la technologie et la défiance sur cette technologie, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu votre groupe, nous expliquer un petit peu ce que vous faites dans Boyner Group? So I'm going to need 2 more minutes on top of my 5 minutes because I was asked to introduce myself. I come from a very old Turkish family business. It's about 60 years old. It used to be a traditional retail group. We retail mostly fashion and non-apparel. But we have started defining our business as basically collecting consumer data and selling our customers, which is about 16 million, any kind of service that they require. Because we now have a business called Hopi, which has 7 million. It's an application. It's a personalized service for 7 million users, depending on how they shop, how they pay. It markets them personalized products and services and payment plans from 120 different retail outlets. So what I'm trying to get to here is that I'm not one of the believers that AI, because this is basically an AI business, that AI is going to create masses of jobless people. On the contrary, we have not really gotten rid of any of our brick and mortar businesses, which are high capex, but we have actually built a new business that employs suppliers and employees with very high quality and value added services. So today, I want to basically talk about the concept of trust and how it's evolving, because this seems to be the focus, actually. Can we trust technology or technological advancement? 15 years ago, Friedman wrote this book and said that the world is flat. And I don't think it is flat. I think there's so much more we can do to make it a more worthwhile flat world, where there's more coexistence between the developed and the underdeveloped, between the educated and undereducated. And obviously, one of the key challenges is restoring the skill gap, which is a fundamental result of any transformation. Can we trust technological progress? It's interesting that technology is also changing the ways we trust. Trust is a confident relationship to the unknown. It is the process of how we deal with uncertainty. So the concept of trust is a fertile ground on a debate on change management, technological progress, and innovation. In the last century, trust was institutional. Trust in products, services, and processes were authorized by states, institutions, regulators, and experts. It used to be opaque, closed, centralized, licensed, and top-down. But this form of trust failed to include people and empower customers over corporations, as well as individuals over state bodies. So it eroded, and in time, we are in the middle of a trust shift where peers, friends, colleagues, influencers have more power on our political, economical, and cultural decisions rather than states, institutions, companies, and regulators. This is called distributed trust. It is more transparent, it is more decentralized.
The only problem that comes from the distributed trust is the loopholes in the laws and rights and its scientific and objective viability. In institutional world, we had written laws regulating the rights of individuals and institutions as well as scientists employed by these bodies. The law of distributed trust is codes and algorithms of new tech-based platforms. So how can we actually trust that, I mean, we can basically see if laws are democratic or not, but how can we guarantee the democratization of codes, algorithms, and tech platforms? Do we think it's possible? Well, that's the true irony, and I think that's what we need to deal with. Given that, as shown in the case of this platform, using the power of its dissemination of information, the freedom of choice of the consumer might be overrated. Can we actually be sure that our decision-making process is as objective as we think, or can it actually be coerced by these platforms? So I think going forward, I'm still optimistic that this new form of trust may lead humanity to better than to worse, only subject to the level of awareness on our part to prevent monopoly of certain platforms on information and how it is disseminated. And I will have to stop here. Merci, Madame Boynet. Alain Guillou, Naval Group est un donc très ancien groupe. Est-ce qu'on peut avoir confiance en un ancien groupe pour instaurer des nouvelles technologies? Ça fait 400 ans d'histoire, qui est basée sur la rupture technologique. L'Hermione, une frégate en bois que vous pouvez voir ou visiter en ce moment, jusqu'aux frégates digitales, les rêves de Jules Verne jusqu'au sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Notre histoire, elle est basée, son ADN, c'est la technologie. Et donc ça fait 400 ans, on peut lui faire confiance, 400 ans que nous vivons et que nous nous développons en France comme à l'international, avec des grands succès comme en Australie et des sous-marins. Ça fait 400 ans que la technologie nous porte. Elle nous porte à la fois dans les domaines industriels, on est soumis à une très très forte concurrence d'autres pays. C'est la technologie qui nous permet de compenser les avantages ou les désavantages qu'ont ces pays en matière de coûts salariaux. Mais elle nous porte aussi et surtout sur notre cœur de métier, qui est la garantie de la supériorité militaire des armes de la France. Et pour être supérieur à tous nos concurrents et à tous nos ennemis potentiels, nous devons être en permanence à la pointe de la technologie. Alors, pour autant, ça ne veut pas dire qu'on est complètement aveuglé par cette technologie. Par rapport à ce qui se passait il y a quelques années, on voit quelques limites qui apparaissent. Alors qu'autrefois, c'était l'expérience des femmes et des hommes de Naval Group qui faisait un peu cette différence, on voit aujourd'hui apparaître, sous la pression là, de la concurrence également, on voit apparaître finalement de plus en plus de technologie qui va remplacer l'humain. Et on a une vraie question qui va se poser, c'est notre capacité par les algorithmes, comme le disait Paul Hermelin, à garantir que nous aurons les mêmes performances, puisqu'on a des femmes et des hommes à bord de nos navires, qu'on saura leur garantir cette même sécurité qu'ils avaient grâce à l'expérience humaine. Il y a un deuxième sujet qui montre un peu les limites, qui est encore un peu plus loin dans la confiance que l'on doit faire à cette technologie. C'est face à un certain nombre de menaces émergentes, massives. Quand vous voyez 150 bateaux chinois qui sillonnent les mers, ils peuvent tirer 150 missiles, 200, 300 en même temps. Vous êtes face à une complexité de la menace. Je ne parle même pas des missiles hypervéloces, qui vous laissent même plus quelques dizaines de secondes à l'opérateur humain, mais quelques secondes pour agir. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on arrive aux limites de ce que l'esprit humain peut appréhender dans un système. Et donc, nous devrons demain également nous reposer sur des technologies d'intelligence artificielle, des technologies algorithmiques, auxquelles on devra faire confiance. Mais tout ça, il faut aussi qu'on le gère dans la durée. Si aujourd'hui on est encore confiant dans cette technologie, dans ce progrès, c'est qu'on a essayé de mettre en place un certain nombre d'approches qui nous permettent de garantir, à la fois pour nos personnels comme pour nos clients, que cette technologie, elle sera une technologie de confiance aussi pour eux et que ça leur garantira une souveraineté. 2 ou 3 sujets. Juste comme ça, une petite anecdote. Combien d'entre vous laisseraient-ils
un robot vous examiner, faire un diagnostic médical. 3%. Combien serait-il s'il y avait un médecin derrière le robot pour regarder ce qui se passait? 40%. Quand vous dites ça, vous apercevez que, assez rapidement, l'homme dans la boucle est la condition essentielle. Et l'homme dans la boucle, ce n'est pas simplement pour regarder ce qui se passe, mais l'homme dans la boucle doit avoir des capacités. Capacité de comprendre, c'est l'explicabilité de toutes ces technologies d'intelligence artificielle que nous mettons en place. C'est la capacité d'arrêter. Et c'est un peu comme dans les voitures autonomes aujourd'hui, ce n'est pas tant la conduite qui nous gêne, c'est la capacité de stopper, la capacité d'arrêter et de reprendre la main. Et je crois que cette approche, ça vaut également pour les emplois, pour le travail, c'est notre capacité de donner du sens sur du long terme, de démontrer que les emplois qu'on a détruits peut-être avec de la technologie, on va les faire évoluer, les changer demain, et que nous, en tant qu'entreprise responsable, c'est quelque part, je rejoins un peu les termes d'éthique et de société, c'est bien tout ce lien que nous devons faire, éthique, société et technologie, à la fois pour nos personnels et pour les forces armées qui s'équipent avec nos navires, que nous devons à tout instant être capables de démontrer, de prouver, d'expliquer, de manière à ce qu'on ait cette confiance inébranlable dans l'avenir de la technologie et dans l'avenir de notre propre société qu'il faut encore en dépendre. Merci beaucoup. Alexandre Cadin, avant de nous parler d'intelligence artificielle, puisque vous connaissez bien ce domaine, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que fait Anima? Avec plaisir, oui. Bonjour à toutes et tous, très heureux d'être parmi vous. Alors Anima, on se définit comme un studio d'innovation de rupture. Notre métier, c'est d'aider des organisations, des gouvernements à trouver comment employer des méthodes de rupture, parfois technologiques, pour aborder les grands défis de l'époque. Alors, en essayant de chercher des éléments pour répondre à la question qui nous est posée aujourd'hui, je me suis amusé à replonger dans des avis passés, parfois historiques, sur la question. Je suis retombé sur un texte assez génial, une lettre à ses petits-enfants de John Maynard Keynes de 1930, où il expliquait que dans son actualité, où tout le monde était assez pessimiste à l'époque sur l'avenir de la relation de l'économie, de la société, du progrès technique, il avait lui une vision très optimiste puisqu'il prenait justement une sorte de perspective au long cours pour se rendre compte que le progrès technique avait été une force d'émancipation, malgré des périodes de transition difficiles, au long cours pour permettre finalement, dit-il, de progressivement supprimer le problème économique qui est celui de la subsistance humaine. Ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui, du coup, que ce qu'il a anticipé, c'est-à-dire qu'il parlait de 100 ans plus tard, à 2030, il imaginait une semaine de travail de 15 heures et un monde où on pourrait enfin profiter de l'art de vivre pour réellement être dans cette espèce de symbiose avec la nature. Le paradoxe que je trouve intéressant, c'est que l'accélération du progrès technologique qu'on a connu depuis 100 ans a dépassé de très loin ce qu'il a anticipé, et pourtant, les défis de société, eux aussi, se sont accumulés. On ne travaille pas à 15 heures, on a encore beaucoup de choses à résoudre, et il suffit de regarder d'ailleurs l'agenda de l'ONU, les 17 objectifs de développement durable, pour prendre la mesure, finalement, des grands défis que l'on a face à nous. Un autre économiste que je trouvais intéressant sur cette question, plus récent, Robert Gordon, publié en 2012, lui, un avis pessimiste sur les 100 prochaines années. Finalement, une défiance quant à la capacité du progrès technologique de nous émanciper. Et il expliquait, lui, que finalement, on ne pourrait pas renouer avec la croissance ni des gains de productivité, ni d'un progrès technologique, parce qu'on n'avait plus justement de general purpose technology comme l'électricité, donc des technologies qui sont capables d'innerver toutes les industries pour leur permettre de faire des bonds, mais que l'on avait aussi une sorte de panne de l'imaginaire qui nous empêchait de chercher de nouveaux grands objectifs. Et alors, moi, c'est à partir de là que je me suis pas mal intéressé à l'intelligence artificielle, parce qu'en 2012, justement, au moment où il publie cet article, l'intelligence artificielle connaît une renaissance, et elle apparaît comme étant une potentielle nouvelle électricité, si vous voulez, une general purpose technology, justement, qui peut innerver toutes les industries et leur permettre de faire des bonds. Alors, l'IA, si on la définit comme une technologie qui permet de transformer le chaos d'informations en connaissances actionnables, moi, je te dis, c'est très bien, étant donné les défis hyper complexes que l'on a face à nous, ce que Timothy Morton appelle notamment des hyper-objets, des objets qui nous dépassent par le temps et l'espace, des objets trop complexes pour être entendus seulement par l'intelligence humaine, peut-être que l'IA pourrait nous aider à les aborder. C'est pour ça qu'on s'est engagé avec mon associé dans la construction avec les agences de l'ONU, de la commission AI for Good à l'ONU, pour voir comment l'intelligence artificielle pouvait aider ces agences à accélérer la résolution
des grands défis. Et pourtant, mon point de vue, c'est que quand bien même on travaille au bien commun par cette technologie, il y a deux grands défis quand même face à nous aujourd'hui pour assurer une forme de confiance envers cette technologie spécifiquement. La première, c'est celle de bien comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle. Le risque, ce serait qu'elle devienne elle-même un hyperobjet, c'est-à-dire un élément que l'on ne puisse pas comprendre. Dans un livre que j'adore, James Bridle, dans The New Dark Age, a lui une théorie géniale. Il dit, en réalité, on ne vit pas du tout un moment de renaissance grâce à la technologie, mais on vit un nouveau moment d'obscurantisme, parce qu'en réalité, les quantités d'informations qui sont autour de nous ne nous donnent pas plus de connaissances, mais nous noient dans des discours simplistes, parce qu'on cherche à donner du sens à la réalité, et on voit émerger des théories du complot à n'en plus finir, parce qu'on n'arrive plus justement à donner sens à tous ces éléments. Il va jusqu'à dire que finalement on se retrouve piégé dans un système de pensée computationnelle, à devoir penser par la machine, et dans le piège du solutionnisme technologique, c'est-à-dire penser que la technologie va nous aider à tout résoudre. Donc on vivrait une sorte de nouveau Moyen-Âge, sauf que celui-ci n'est pas un Moyen-Âge qui est dans l'obscurantisme par perte de connaissance de l'Antiquité, mais bien plus un nouveau Moyen-Âge par abondance presque d'informations, une sorte de parallèle que je trouve très intéressant. Et le second défi, ce serait celui tout simplement de pouvoir recharger d'autres imaginaires sur la collaboration humain-machine. Le piège dans lequel on se trouve aujourd'hui, je crois, c'est que notre défiance vis-à-vis de l'intelligence artificielle ne vient pas si souvent que ça de faits observés, mais d'un imaginaire très puissant, celui de la singularité technologique, qui veut nous dire que la machine nous remplacera dans toutes les tâches de nos vies quotidiennes. Ce que je crois, c'est qu'il faut aujourd'hui justement essayer de recharger notre imaginaire pour montrer les zones de collaboration possibles entre l'humain et la machine. Et deux projets très rapides pour conclure là-dessus, dans lesquels j'ai décidé de m'engager. On a construit la plateforme qui s'appelle le AI Commons, qui est une association de non-profit, qui est la première plateforme de partage de données et d'algorithmes au service du bien commun, qui permet d'identifier ces zones de collaboration. Et aussi, je participe à cofonder l'Université de la pluralité, alors qu'il y a un peu un pied de nez à l'Université de la singularité californienne, pour essayer d'associer des auteurs de science-fiction du monde entier, des auteurs, des artistes, pour multiplier les imaginaires du futur et nous permettre justement de s'engager dans un moment d'écriture collective qui nous correspond à tous, mais aussi avec plus de confiance dans notre propre avenir. Voilà. Merci, Monsieur Cadin. Monsieur Morozov, est-ce que vous trouvez vos voisins, enfin l'assistance ou vos voisins, un peu trop naïfs dans ce secteur? Is it on? No, I don't. I think they're quite rational. It's just that much depends on the perspective that one takes. And clearly, I think in certain strands of life, I'm kind of a free-floating intellectual. I have a greater license for political and legal and maybe economical imagination. In that sense, I would not easily accept the discourse that we need to have rules to regulate technology because it's by rules that we tame it. I think at this point, if you look at artificial intelligence, it's clear that it's going to radically reshape how the economy works, how politics works, how the welfare works, how we organize society. And this is where we have more things to discuss and to debate, not just about how we can make artificial intelligence more ethical, which are all very important discussions, but also what kind of a political and legal system we need to have in place so that it does not just benefit a handful of big tech firms or big entities behind them, like the SoftBank of Saudi Arabia, which of Japan, but with Saudi money, which actually funds most of these developments. And for me, there's a discussion more about the political economy of artificial intelligence and about its effects on democratic and public life, and not just about how we can make sure that the firms that run it are ethical. Because to me, it's not a given that it should be run by firms. Just like it wasn't given to a lot of people 3 or 4 centuries ago that all the knowledge should be owned by private actors and not by libraries or universities, right? I mean, those are big structural decisions, and I think we're at a point where we have to be asking the same questions of data and artificial intelligence. Do we need more public social actors that can claim a stake of these resources and infrastructures, or do we want to proceed as we have until now and just have this hands-off attitude and then just regulate everything after the fact?
You know, I'm not here preaching regulation. I'm here preaching a more ambitious, imaginative approach to resolving these issues. Madame Bohiner, vous vouliez réagir? I want to come back to the point that Mr. Morzo made in the beginning of his speech, where some reference was given that people talk about history and how basically every transformation in history was some sort of a revolution in that sense. And I'm one of those who believe that technological technological advancement and AI is basically another leap. But in one sense, I think there's one big difference here. The distribution of wealth, the distribution of income is not very balanced. And because of the information technology now, I think most of us can easily say that the most valuable property of the new generation consumer is their freedom of choice. So moving from that angle, I think this is why I personally focus on the dissemination of information, because we're discussing two things here. Do we have the freedom of choice, or do we have the freedom of decision making given the information that is available around here? So that's why maybe it's not regulation, but some sort of reference in terms of the dissemination of information that's out there needs to be more fact-based rather than invaded by these platforms that basically decide for us. That's where I stand in terms of this dissemination of information. Merci beaucoup. On va prendre les questions dans la salle maintenant, si vous le voulez bien. On va débuter avec notre jeune élu, qui représente les 18-28 ans ici. Vous allez donc vous présenter. C'est Erline Mantilla qui va poser la première question, si vous voulez bien. Bonjour à tous les intervenants. Je tiens à apporter la voix de mes camarades autour de la question de la session 6, qui est la suivante. Peut-on se fier au progrès technologique ? Après plusieurs jours de réflexion, nous nous sommes rejoints vers la problématique suivante. Quelle place devons-nous donner à l'homme et à la machine ? Finalement, cette question nous semblait peu originale et vue et revue. Et nous en sommes arrivés à la conclusion que l'homme devait être au cœur de la notion de progrès. Alors, la question que mes camarades et moi souhaitons vous poser aujourd'hui est la suivante. Dans quelle mesure le progrès technologique est-il vecteur d'un progrès socio-économique ou bien est-il décorrélé de celui-ci ? Alors, qui veut répondre à cette question ? Monsieur Hermelin. Est-ce qu'on pourrait avoir la modestie de regarder notre débat et d'imaginer le même débat à Kuala Lumpur, à Conakry ou à Bogota? Pour la jeunesse de notre monde, le monde occidental, européen et américain, les deux grands débats de notre siècle d'aujourd'hui, c'est les données et la liberté. C'est le grand problématique de les données et la liberté. Et l'autre, c'est la transition climatique. C'est les deux grands sujets qui obsèdent les jeunes d'aujourd'hui. À juste raison. Ayons quand même la modestie et de ne pas être narcisse au point de penser que la jeunesse des trois villes que j'ai citées ont d'autres challenges quand même. Et donc, on doit trouver des solutions à ces deux dilemmes, les données, la liberté et la transition climatique, qui ne soient pas des impasses pour Conakry, Bogota et Kuala Lumpur. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut y arriver sans technologie ? Parce que je suis convaincu que le challenge climatique est le challenge, peut-être même pas de ma génération, mais de la vôtre. Je suis convaincu que le dilemme de data-liberté est notre dilemme à tous. Mais si on tente une réponse qui nie la technologie et ce qu'elle amène, elle sera violemment réfutée par la jeunesse des pays émergents.
Et donc je nous engage à penser quelles sont les réponses qu'on peut faire qui soient non seulement acceptées, mais supportées. Parce que le drame de nos COP 21, 22, 23, 24, c'est qu'on a toute une partie du monde qui nous dit « vous, vous êtes développé en consommant de l'énergie et vous voulez qu'on ne se développe pas ». Depuis quelques jours, on a le dilemme très intéressant de cet accord avec l'Amérique latine. Et donc, quelque part, on dit, si on mettait une taxe carbone, le prix du bœuf brésilien ne serait pas compétitif. Au fond, le prix du bœuf brésilien, qui est la cause de la déforestation de l'Amazone, c'est parce qu'il n'est pas affecté par une taxe carbone. C'est clair. Et je crois que quelqu'un qui est proche de moi m'a fait le calcul, me disant que le prix du carbone, avec des valeurs de taxe carbone normales, serait de 15 € par kilo. Donc, la charge écologique du prix du bœuf brésilien, c'est 15 € par kilo. Et donc, OK, donc ne mangeons pas de bœuf brésilien, parce qu'à 15 € par kilo, il n'est pas compétitif. La question, c'est qu'est-ce qu'on propose aux jeunes Brésiliens comme méthode de développement si on refuse les fleurs de Colombie, les cerises du Pérou et le bœuf du Brésil? Madame Perrault, est-ce que vous voulez répondre aussi à la question de cette étudiante sur progrès technologique et progrès social? Oui, alors brièvement répondre à votre question et puis peut-être aussi en poser une du coup aux intervenants. L'un des effets du progrès technologique dans les technologies numériques récemment, ça a été de déformer complètement la structure des emplois. C'est-à-dire que, en gros, les emplois intermédiaires ont pratiquement disparu totalement, enfin en tout cas sont en très 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 forte diminution parce que ce sont des emplois robotisables, employés de banque, employés de bureau, etc. Et donc on assiste aujourd'hui à un marché du travail qui est bipolarisé pour le moment, avec d'une part des emplois assez peu qualifiés, les emplois d'aide à la personne par exemple, et puis les emplois très qualifiés à l'autre bout, plus innovants, etc. L'intelligence artificielle, elle commence à grignoter du côté des emplois très innovants. Quand on discute avec des avocats, des magistrats, des médecins, on voit que tout ce qui est aide à la décision, au fond, est beaucoup plus fiable quand il repose sur des données qui ne sont pas du tout appréhendables par l'esprit humain. Et donc, ça améliore certainement la qualité des décisions qui sont prises. D'un autre côté, on voit que c'est une nouvelle menace que le progrès technologique fait peser sur nos emplois. Alors, je voudrais demander à, notamment, par exemple, mon voisin de gauche, qui défend beaucoup l'intelligence artificielle, et je crois qu'on voit tous très bien pourquoi l'intelligence artificielle peut nous aider à apporter énormément d'améliorations. Comment il voit ce problème, peut-être simplement un problème de court terme, je ne sais pas, mais qui est la très probable diminution des emplois, y compris des emplois qualifiés, par l'intelligence artificielle. Monsieur Cadin, puis après Monsieur Guillou. Avec plaisir, merci beaucoup pour cette question. Alors, effectivement, je ne cherche pas forcément à avoir une vision obstinément positive de l'intelligence artificielle, mais à en trouver en tout cas les ressorts positifs pour notre usage humain. Du coup, ce qui m'intéresse moi sur la question de l'intelligence artificielle et du travail humain, c'est qu'effectivement, on s'est rendu compte que la machine était plus efficace à un certain nombre de natures de tâches, de répétition, de mémoire, de précision, que l'humain. Et effectivement, il y a tout un tas de métiers qui ont ces catégories de tâches qui sont parfois des métiers à très haute valeur ajoutée, disait-on avant. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut réinventer ces métiers jusqu'à des métiers de créatifs. Je travaille notamment sur la question des designers industriels, qui sont aujourd'hui aidés, assistés par des intelligences artificielles, avec des logiciels comme Dreamcatcher, par exemple, d'Autodesk, qui permet concrètement de transformer le métier du designer de dessinateur à curateur, si vous voulez. Il n'est plus vraiment là à poser le dessin sur la feuille, mais à se retrouver à rentrer les paramètres de vol de son drone, par exemple, et à sélectionner parmi les milliers de propositions que la machine va générer. Et il se retrouve en amont et en aval de la production avec des imaginaires de drones qui n'ont plus rien à voir et qui augmentent quelque part peut-être même son imagination, ce que je trouve assez formidable. Du coup, avec ce type d'exemple, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on considère l'intelligence artificielle non pas comme une menace de remplacement, mais comme une opportunité de déplacement de nos métiers. Déjà dans la qualité de nos métiers, on se rend compte qu'énormément de tâches qui nous occupent au quotidien sont des tâches de machines qui aussi nous désaffectent à nos métiers. Et puis en termes de volume, de marché du travail,
je pense effectivement que l'on va vers un monde avec moins de travail humain, et je suis assez proche de l'avis de Keynes que je citais tout à l'heure. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Je pense qu'on a basé nos sociétés sur le travail et qu'on pourrait potentiellement penser la notion d'activité demain qui ne soit pas forcément un travail à ressort économique par la suite. Voilà. Monsieur Guillou. Qui ont été évoquées. Je crois d'abord que toutes ces nouvelles technologies, elles doivent être autour de l'humain. Et c'est bien sur la place de l'humain que l'on doit réfléchir d'abord pour évaluer l'impact de ces technologies. Je l'ai dit tout à l'heure sur un certain nombre de technologies de souveraineté, mais je crois que c'est vraiment autour de l'humain que l'on doit réfléchir. Le deuxième sujet, c'est sur les emplois. Il y a une étude de fin 2017 de McKinsey qui évaluait dans le monde l'impact de l'automatisation d'un certain nombre de métiers. Et effectivement, et je crois que c'est aussi les dernières évolutions technologiques qui l'ont montré, on ne détruit pas d'emplois globalement. Par contre, on change énormément d'emplois, de leur contenu et de leur périmètre. Les chiffres, c'est à peu près entre 75 et 375 millions d'euros, millions d'emplois, qui seront changés dans le monde, mais le total restera approximativement le même, c'est-à-dire qu'on ne détruira pas d'emplois. Dernier sujet, c'est un peu notre confiance entre l'avenir de nos sociétés. Nos sociétés ont toujours un temps de retard sur la technologie, la compréhension, l'appréhension de la technologie et la mise en place d'outils de régulation. Nos sociétés, elles ont toujours su réagir jusqu'à présent parce qu'on a des nouvelles générations qui vont prendre en charge un certain nombre d'idéaux et là aussi parce que de temps en temps, c'est ce qui est arrivé à Facebook assez récemment, de temps en temps, la vie leur donne tort et les technologies elles-mêmes se régulent. Facebook a vécu un certain nombre d'attaques, un certain nombre de dénigrements également, de compromission de données, ce qui a conduit ces dirigeants à repenser totalement à la fois leur vision éthique et technologique. Et donc, c'est plutôt un message d'espoir sur nos capacités, les capacités des sociétés à s'autoréguler, plutôt que brandir un certain nombre d'étendards qui nous fera progresser. Et je reste persuadé que c'est dans l'amélioration de la qualité de vie des individus partout dans le monde que ces technologies apporteront leur soutien. Une autre question, s'il vous plaît. Monsieur, là-bas, monsieur, là-bas. Voilà. Allez-y, monsieur. Voilà, merci. Débat passionnant. Je vais commencer par un petit souvenir et poser une question. Posez la question parce qu'il vraiment il nous reste 5 minutes. D'accord, bon, très bien. Alors, il y a très longtemps, j'avais fait la distinction entre le progrès technologique qui s'applique à l'individu, par exemple une pilule qui va améliorer telle maladie, et des systèmes technologiques majeurs globaux. Je pensais au réseau électrique, regardez le sous-marin russe qui aurait posé des choses, ou alors les Chinois. Est-ce que ces distinctions est encore opérationnelles en dehors de conflits? Parce que c'est vraiment qu'il y a un conflit. Si on casse tous les réseaux sous-marins, il n'y aura plus d'Internet. Alors ça, c'est un problème qui est important, mais je l'écarte. Mais est-ce que ces distinctions est encore opératoire ou non dans vos activités? Et est-ce qu'on est blindé pour y faire face? Par exemple, on peut très bien casser un système énergétique global. Est-ce que c'est réel ou pas? Vous avez peur pour la sécurité. Sécurité, et en même temps, dernière petite question, j'ai l'impression que le citoyen, il est plus ouvert pour une technologie qui le concerne lui, oui, si on améliore sa santé et sa durée de vie. Par contre, les systèmes globaux, là, il est perdu et il va réagir d'une manière négative, presque d'une manière agressive. Alors, est-ce que cette distinction existe ou elle est artificielle? Monsieur Borozof, est-ce qu'on fait une distinction donc, entre le progrès qui nous concerne, nous, personnellement, et celui qui concerne la planète? Well, I think it's not just a distinction that's inherent to how we think about technology. It's a distinction how we think about the economy as well, where, you know, in our role as consumers, or if you translate it to our role as users, our horizon is quite limited, and clearly that's the way to depoliticize technology, and that's the reason why so many of the debates we should have been having in the last 20 or 25 years, including about artificial intelligence, they did not happen because they were embedded in this paradigm of the user-consumer with a limited time horizon and political horizon. And I actually think that we need to be able to, as I said at the beginning of my remarks,
to set aside this view of technology as developing autonomously. There is really nothing autonomous about artificial intelligence right now. You have more or less 10 firms globally that each are spending on average $10 billion a year on developing artificial intelligence, but they're all training their models to do the same things. It's an extremely wasteful system. You have Facebook, Google, Amazon, and a bunch of Chinese firms all training their AI models to recognize traffic lights from cars or cats from dogs, and we're spending a giant amount of money on it, and to me it's obvious that it's not the most efficient way to build artificial intelligence. If you are concerned about the energy, especially the energy cost of doing that, it requires huge data farms, it requires huge amount of effort, and clearly, to be honest, it's a bit insane that we have found ourselves in this world, and then we think that all of that is happening autonomously. Right? And I think the more we can walk back from this idea and try to find a way to make it a little bit more efficient, a little bit less costly, a little bit more rational, there will be a good move. Right now, the system is highly rational, and anybody who will convince me that 10 firms spending $10 billion each to train their models to distinguish cats from dogs is a rational consequence of technological progress, I'm going to laugh at that. Monsieur Cadin, vous pensez vous aussi qu'il peut y avoir aussi un autre chemin, comme Monsieur Morozov? Oui, bien sûr. Pour construire là-dessus, c'est sûr que le déploiement qu'on a aujourd'hui des modèles technologiques, comme je l'évoquais rapidement, est sans doute monopolisé par un seul imaginaire privé qui a vocation à pousser une seule version de l'histoire, d'ailleurs souvent dans un contexte un peu de pompier pyromane, quoi, à parler d'un côté du fait que la machine va nous remplacer et à nous vendre les devices qui vont nous permettre de nous connecter à la machine pour survivre et devenir des cyborgs. Pour parler du projet Neuralink, par exemple, d'Elon Musk. Évidemment, je pense qu'un des gros déficits de notre époque, moi, il n'est pas un déficit d'intelligence, mais plus un déficit d'imagination. Je pense qu'il y a d'autres voies possibles, plurielles, vers lesquelles il serait bon de travailler. Et là où la science-fiction a permis à la science d'avancer, on pourrait se permettre de faire de l'économic fiction, de la social fiction, pour essayer de penser des alternatives, justement, au monde de demain, puisqu'il y a urgence à reconstruire ces modèles. Y a-t-il une dernière question? Madame devant, on va vous apporter un micro. Non, parce que pour les gens derrière... Bonjour, Marie-Claire Mréjeune, je fais vite. Je rebondis sur ce que vous avez dit concernant l'étude de McKinsey. Donc, si j'ai bien compris, les emplois ne disparaissent pas, mais se déplacent et se transforment. Mais est-ce que, on va, pour simplifier, et juste parce qu'on va vite, ils se déplacent vers des pays nouvellement en croissance, et il se transforme aussi vers ces pays. C'est-à-dire, est-ce que le vieux monde accepte ce qu'il perd dans ce processus? Est-ce que c'est ça notre problème de confiance en la technologie? Monsieur Hermelin, assez vite, et puis Monsieur Guillaume. Je crois qu'on est plus sur cette logique de globalisation. Les emplois se déplacent dans les géographies, avec la question que vous posiez, qui est une réduction des emplois de qualification intermédiaire et une bipolarisation entre emplois très qualifiés et emplois non qualifiés. Ce qui pose un énorme problème d'ascenseur social et de mobilité sociale. C'est ça le problème. Je ne crois pas qu'on soit, avec la technologie et l'IA, dans une nouvelle étape de délocalisation. On est dans le même périmètre géographique, mais avec une tension extraordinaire entre le haut et le bas de l'échelle, et avec une très faible capacité de mobilisation. Et je pense que le challenge de notre système, c'est qu'on ne pourra pas, et ça c'est particulièrement vrai pour la France, avoir un hyper-investissement jeune et très peu d'investissement en formation tout au long de la vie. Il va falloir que la collectivité prenne en charge une capacité à former. Regardez, en France, tous nos ingénieurs, ou peu ou près, ont fait Maths P, une école d'ingénieurs. En Allemagne, tous les ingénieurs sont venus par l'apprentissage et une montée progressive. C'est la même question dans un monde technologique post-IA, c'est comment fait-on, avec cette bipolarisation sociale qui sera explosive au niveau politique, comment recrée-t-on des parcours de formation dans la vie? Monsieur Guillaume, 2 phrases. Je confirme exactement ce que vient de dire Paul Hermelin, et derrière, je rajoute simplement que le problème de rémunération se posera, parce que pour compenser ce risque d'explosion sociale, il faudra sans doute qu'on ait une réflexion sur une forme de compensation en matière de rémunération, de manière à ce que la bipolarisation des emplois ne se trahisse pas par une paupérisation d'une partie de la population et qui elle-même serait explosive.
Merci beaucoup, merci à tous.